Je m'appelle Chelsea. J'ai 28 ans et je suis enseignante en école maternelle. Je suis rentrée à la maison pour les fêtes du Nouvel An, m'attendant au dîner de famille chaotique habituel. Au lieu de cela, en poussant la porte d'entrée de notre maison à Madison, j'ai été accueilli par un silence de mort. Les lumières étaient éteintes et la maison était glaciale. Un instinct aiguisé m'a dit que quelque allait terriblement mal. J'ai déposé mes sacs et je me suis précipité dans le couloir jusqu'à la chambre principale. Mon père était allongé sur le bord du lit, le corps recroquevillé vers l'intérieur. Il se tenait le côté gauche de la poitrine, luttant pour respirer. Sa chemise trempait d'une sueur froide. Il luttait pour respirer à travers ce qui ressemblait à une crise cardiaque massive. Je me suis précipité à ses côtés, attrapant mon téléphone pour appeler les secours. C'est là que je l'ai vu. Posé parfaitement au centre de la table de chevet se trouvait un post-it jaune. Il était écrit de l'écriture négligente de ma mère. Pas de numéro d'urgence, pas de panique, et absolument aucune inquiétude. Juste une consigne froide. On pouvait y lire. Ta mère et ta sœur sont parties à Hawaï. Reste ici et occupe-toi de ton père, elle l'avait. Laissez-la à souffrir pendant qu'elles embarquaient dans un vol pour un complexe hôtelier sur une île. J'ai rapidement composé le 911. Mais la main tremblante de mon père s'est avancée et a attrapé mon poignet. Sa prise était faible. Mais ses yeux étaient plus perçants que je ne les avais vus depuis des années. Il m'a regardé, luttant contre la douleur intense, et a chuchoté. Vas-tu m'aider à leur donner une leçon? Je n'ai pas hésité. J'ai hoché la tête et j'ai appuyé sur appeler. Si vous avez déjà eu affaire à des proches toxiques qui pensent pouvoir vous utiliser et s'en tirer sans aucune conséquence, vous devez écouter cette histoire. Cliquez sur le bouton de s'abonner, aimez cette vidéo. Et laissez-moi vous raconter exactement comment mon père et moi avons infligé le rappel à la réalité ultime. Tôt le lendemain matin. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque résonnait dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. J'étais assise sur une chaise en plastique rigide à côté du lit, observant la poitrine de mon père se soulever et s'abaisser. Le docteur Aeris, le cardiologue traitant, est entré dans la chambre avec un presse-papier à la hand. Il m'a regardé avec une expression sérieuse et a expliqué que mon père avait subi un grave infarctus du myocarde. Le médecin a clairement déclaré que si l'ambulance était arrivée 5 minutes plus tard, mon père n'aurait pas survécu à la nuit. J'ai difficilement dégluti et j'ai suivi le docteur Aeris dans le couloir bondé pour remplir les formulaires d'admission à l'hôpital. Les documents nécessitaient un contact d'urgence désigné et un décideur médical. J'ai regardé la ligne vierge sur le formulaire, sachant que les 2 personnes qui auraient dû y être inscrites se trouvaient actuellement à des milliers de kilomètres. J'ai pris le stylo et j'ai écrit mon propre nom, signant en tant que sa seule personne à contacter en cas d'urgence. Je suis retourné dans la chambre et j'ai repris ma place à côté du lit. Quelques heures plus tard, les paupières de mon père ont tressailli. Il a gémi doucement, bougeant contre les draps de l'hôpital. Je me suis immédiatement levé et je me suis penché sur la ridelle du lit. Il a cligné des yeux face aux lumières fluorescentes crues, son regard se posant lentement sur mon visage. Il a semblé confus pendant un court instant avant que le souvenir de la nuit précédente ne semble le submerger. Sa respiration s'est saccadée lorsqu'il a réalisé où il se trouvait. Il a tourné la tête, balayant la petite pièce du regard. Lorsqu'il a compris que nous étions seuls, sa voix a brisé le silence. « Où est Diane ?» a-t-il demandé d'un ton faible. Et je me suis figé. Je ne savais pas comment répondre à cette question sans faire grimper sa tension artérielle. Au lieu de parler, j'ai simplement regardé mes mains, incapable de croiser son regard. Mon silence lui a donné la réponse exacte dont il avait besoin. Mon père a lentement tendu la main droite, pointant du doigt ses effets personnels posés sur la petite table de chevet. Il voulait son téléphone. J'ai hésité, inquiète pour son niveau de stress après un événement médical aussi majeur. Mais son regard sévère n'a laissé aucune place à la discussion. Je lui ai tendu l'appareil.
Il a déverrouillé l'écran et a immédiatement ouvert son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Je suis resté totalement immobile, observant le reflet de l'écran dans ses yeux fatigués. Tout en haut de son fil se trouvait une publication récente ajoutée quelques heures plus tôt. Ma mère Diane et ma sœur Sabrina étaient assises sur un patio ensoleillé dans un complexe hôtelier. De luxe à Moï. Ma mère tenait une flûte en cristal remplie d'un champagne coûteux, affichant un large sourire insouciant face à la caméra. À côté d'elle, ma sœur posait avec 3 grands sacs de shopping provenant d'une boutique hors taxe de haut standing. La légende sous la photo disait « Échapper à l'hiver glacial. Profiter de la vraie vie sur l'île ». Il n'y avait aucune mention des vacances du Nouvel An. Aucune mention de la famille qu'elles avaient laissée derrière elles. Et absolument aucun signe d'inquiétude ou de préoccupation. Mon père a fixé l'écran lumineux pendant un long moment. Le moniteur cardiaque à côté de lui a bipé à un rythme légèrement plus rapide. Mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas crié. Il n'a pas jeté le téléphone. Il a simplement appuyé sur le bouton d'alimentation. A posé l'appareil face cachée sur sa poitrine et a fixé le plafond blanc d'un air absent. Pendant toute ma vie, il avait toujours trouvé un moyen d'excuser leur comportement sélectif et égoïste. Il disait autrefois que ma mère était simplement stressée par la gestion du foyer ou que ma sœur avait besoin d'une pause dans son travail exigeant. Cette fois, les excuses étaient épuisées. Le lourd silence dans la chambre d'hôpital marquait l'effondrement complet de ses illusions de toutes. Une vie. Il les voyait enfin exactement telles qu'elles étaient. Elles étaient opportunistes, avides et totalement dépourvues d'empathie. Il a tourné la tête lentement, me regardant directement dans les yeux. La chaleur et la tolérance aveugle qui définissaient habituellement son caractère avaient complètement disparu, remplacé par une détermination froide et calculatrice. Il a pris une aspiration lente et profonde, grimaçant légèrement sous l'effort. Et a parlé dans un murmure bas et définitif. Il y a quelque chose de caché sous le plancher dans mon bureau à la maison. Va le chercher. Et quoi que tu fasses, ne laisse ni ta mère ni ta sœur le savoir. J'ai roulé vers notre maison sombre dans un silence absolu. Je me suis garé dans l'allée et je suis entré directement dans le bureau. J'ai verrouillé la lourde porte en bois derrière moi et je me suis agenouillé sous le grand bureau. En chaîne. J'ai appuyé mes doigts contre le plancher, cherchant le bord irrégulier que mon père avait mentionné. La 3e planche à partir de la gauche a légèrement bougé sous mon poids. J'ai coincé un tournevis plat dans l'étroit espace, exerçant une pression vers le bas jusqu'à ce que le bois se soulève avec un craquement sec. À l'intérieur de la cavité peu profonde reposait un petit coffre-fort en métal gris. Il était étonnamment lourd, recouvert d'une fine couche de poussière pour avoir été caché si longtemps. Je l'ai saisi fermement par la poignée. Je l'ai placé soigneusement dans le coffre de ma voiture et je suis retourné directement à l'hôpital. Lorsque je suis retourné dans la chambre d'hôpital, mon père était légèrement assis, soutenu par plusieurs oreillers rigides. J'ai posé le coffre-fort gris sur la table roulante et je l'ai poussé sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a lentement entré un code à 4 chiffres. La serrure a cliqué bruyamment, et le lourd couvercle s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de pile de billets ni de bijoux cachés. Au lieu de cela, la boîte contenait d'épaisses chemises en carton remplies de documents juridiques complexes. Chacun portant des tampons rouges officiels, des sceaux du tribunal et des signatures de notaire. Mon père a sorti la chemise du dessus, la posant délicatement sur sa couverture d'hôpital. Il a pris une grande respiration tremblante avant de parler. Ton grand-père, Théodore, était un homme très réservé, a commencé mon père. Sa voix s'affermissant à mesure qu'il regardait les papiers. Il est décédé il y a quelques mois. J'ai écouté dans un silence complet. Mon père m'a expliqué que le grand-père Théodore avait passé toute sa vie à bâtir discrètement un portefeuille massif d'investissements immobiliers et d'entreprises. En raison de la taille considérable du patrimoine, la procédure judiciaire de succession a pris énormément de temps pour être validée par les tribunaux locaux. L'avocat chargé de la succession venait d'envoyer les documents de confirmation finale quelques
Semaine plus tôt. Il a continué en tapotant la chemise épaisse. Ta mère ne sait rien de cet héritage. J'ai gardé cela secret parce que je voulais observer comment les choses allaient se passer avant de prendre des décisions financières permanentes. Il a ouvert le dossier et m'a tendu une feuille récapitulative imprimée. Les chiffres figurant sur la page étaient vertigineux. Les actifs hérités s'élevaient à 24 millions de dollars. Entièrement sécurisés dans une fiducie financière. Ainsi que l'acte de propriété d'une immense villa au bord de l'eau située au lac Mendota. Selon la loi du Wisconsin, les biens hérités sont considérés comme des biens propres. A déclaré mon père platement. Cela n'appartient pas à la communauté conjugale. Diane n'a absolument aucun droit légal de toucher un seul centime de cet argent. Il a posé le dossier et a attrapé son portefeuille en cuir sur la table de chevet. Ses doigts ont tâtonné lorsqu'il a sorti une photo de famille usée. C'était une photo de nous 4 datant de plus d'une décennie. Il a fixé l'image, traçant les visages avec son pouce. Pendant des années. Il avait dirigé toutes ses ressources financières et son soutien émotionnel vers ma mère et Sabrina. Croyant que leurs exigences constantes étaient simplement la dynamique naturelle d'une famille. Réussi. Pendant ce temps, j'avais remboursé discrètement mes propres prêts étudiants avec un salaire d'enseignant temps maternel, sans jamais demander d'aide ni de vacances de luxe. Il a levé les yeux de la photo, croisant mon regard. Les moniteurs de l'hôpital bipaient doucement en arrière-plan. J'ai eu tort pendant tellement d'années, a-t-il dit. Sa voix se brisant sous l'effet d'un remords sincère. Je leur ai tout donné, et au moment où je suis devenu un fardeau, elles m'ont laissé mourir. Il a tendu le bras et a serré fortement ma main, sa prise étant beaucoup plus ferme qu'auparavant. Je ne vais pas les laisser prendre cela, a-t-il dit fermement. Je dois te protéger, Chelsea. Tu es la seule qui se soucie réellement de moi. J'ai regardé les documents juridiques posés sur ses genoux. Réalisant le pouvoir immense qu'il détenait désormais. Si ma mère et ma sœur revenaient à la maison et découvraient cette richesse soudaine, elles ne reculeraient devant rien pour le manipuler afin qu'il la partage. Nous devons agir vite, lui ai-je dit en adoptant le même ton sérieux. Nous devrions appeler l'avocat spécialisé en succession dès maintenant et tout organiser avant que leur vol n'atterrisse. Ce jeudi après-midi-là, la lourde porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. L'avocat de mon père, Maître Vance, est entré, portant une épaisse mallette en cuir. Il n'était pas seul. 2 autres professionnels l'accompagnaient de près. Qui l'a présenté comme étant un notaire public certifié et un témoin indépendant. Avant même que Maître Vance n'ouvre sa mallette ou ne pose le moindre papier sur la table, le médecin traitant est entré dans la chambre pour effectuer une évaluation obligatoire de la capacité mentale. Les protocoles juridiques exigeaient une certitude absolue quant au fait que mon père était en possession de toutes ses facultés avant de prendre des décisions susceptibles de changer sa vie. Le médecin s'est tenu à côté du lit d'hôpital et a posé une série de questions médicales standards. Il a demandé à mon père de décliner son nom légal complet, la date du jour, notre emplacement exact et l'objectif précis de cette réunion juridique. Mon père a répondu à chaque question de manière claire, assurée et sans hésitation. Il a regardé le médecin droit dans les yeux et a expliqué qu'il finalisait sa planification successorale afin de protéger ses biens propres. Le médecin a hoché la tête, a pris plusieurs notes détaillées sur son presse-papier médical et a officiellement consigné dans le dossier médical permanent que Marcus était parfaitement lucide, mentalement compétent et pleinement capable d'exécuter des documents juridiques contraignants. L'autorisation médicale étant obtenue, le médecin a quitté la pièce, nous laissant gérer les affaires juridiques. Maître Vance a ouvert sa mallette et a sorti une pile de classeurs juridiques soigneusement organisés. Il a tendu un stylo noir à mon père et a poussé le premier classeur sur la table roulante. Le document principal était une fiducie irrévocable. Maître Vance en a expliqué les termes de manière claire et directe. En signant ce type spécifique de fiducie, mon père transférait de façon permanente l'intégralité de son patrimoine hérité dans une entité juridique protégée.
Les 24 millions de dollars et l'acte de propriété officiel de la villa du lac Mendota quittaient sa propriété personnelle directe pour intégrer la fiducie. Le document me désignait explicitement, moi, Chelsea, comme la seule administratrice et l'exclusive bénéficiaire légale de l'ensemble du patrimoine. Une fois ce document signé, il ne peut être modifié, annulé ou contesté en justice par quiconque, y compris votre épouse, a déclaré platement maître Vance. Les actifs seront totalement protégés du patrimoine conjugal et intouchables lors d'une procédure de divorce. Mon père n'a pas hésité. Il a saisi fermement le stylo et a signé son nom sur les lignes prévues à cet effet à travers plusieurs pages. Le notaire s'est avancé, a vérifié sa pièce d'identité officielle et a apposé avec fermeté son tampon encreur officiel sur les pages de signature. Le témoin indépendant a ensuite ajouté sa signature pour valider l'ensemble du processus. En l'espace de 20 minutes, le transfert de fortune était juridiquement scellé. Diane et Sabrina avaient officiellement perdu toute chance d'accéder à l'héritage. Cependant, sécuriser l'héritage n'était que la première étape. Mon père a rendu les documents signés à maître Vance. Puis m'a regardé et m'a demandé son téléphone portable. Il a composé le numéro du service client de sa banque principale et a mis l'appel sur haut-parleur, afin que je puisse entendre la transaction. Lorsque le représentant bancaire a répondu, mon père a demandé des modifications immédiates et permanentes sur ses comptes financiers. Premièrement, il a ordonné à la banque de révoquer instantanément le statut de Diane en tant qu'utilisatrice autorisée sur toutes ses cartes de crédit personnelles. Il a ensuite demandé aux représentants de geler complètement toutes les lignes de crédit ouvertes, fonctionnant uniquement sous son nom, s'assurant qu'aucun autre frais ne puisse être approuvé. Ensuite, il a initié le virement bancaire immédiat de ses fonds de retraite personnels, retirant l'argent de leur accès partagé pour le transférer vers un nouveau compte individuel, hautement sécurisé. Le représentant bancaire a demandé s'il souhaitait également fermer les comptes chèques et de crédit joints principaux. Mon père a donné une réponse froide et calculée. Il a explicitement demandé à la banque de laisser les comptes joints ouverts et entièrement actifs. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ma mère était actuellement à Hawaï, utilisant activement ses cartes jointes pour payer des suites dans des complexes hôteliers de luxe, des dîners coûteux et des séances de shopping haut de gamme. En laissant ses comptes spécifiques ouverts, mais en coupant ses propres contributions financières, la dette accumulée rapidement tomberait directement sur ses épaules à elle. Elle se retrouverait entièrement responsable de la ruine financière massive qu'elle était en train de créer. Le représentant bancaire a confirmé que toutes les modifications demandées étaient traitées et effectives immédiatement. Mon père a mis fin à l'appel et a posé le téléphone. Le verrouillage juridique et financier était complet. Le week-end arrivé, l'hôpital a officiellement autorisé la sortie de mon père. Je l'ai ramené à notre maison de Madison le vendredi après-midi. La société de matériel médical avait déjà livré un fauteuil roulant temporaire et quelques articles de rétablissement nécessaires. Nous nous sommes installés dans la maison silencieuse, pleinement conscients que ce retour n'était que temporaire. Mon père ne revenait pas pour reprendre son ancienne vie. Il attendait simplement ici pour exécuter les dernières étapes de son plan et attendre que les papiers du divorce soient entièrement traités par le tribunal. Nous avons passé le samedi matin dans un silence relatif, à organiser ses documents personnels, à emballer quelques-uns de ses effets essentiels dans de petits cartons et à nous préparer à l'inévitable confrontation. Le calme s'est brisé tard le samedi soir. Je me tenais près de la fenêtre avant lorsqu'un taxi jaune venant de l'aéroport régional du comté de Dane s'est engagé brusquement dans notre allée. Les portes arrière s'élancèrent et les voix fortes et familières de ma mère et de ma sœur ont immédiatement rempli l'air glacial de l'hiver. Elle ne voyageait pas léger. Le chauffeur de taxi a passé plusieurs minutes à décharger 3 énormes valises, suivi d'un nombre excessif de sacs de shopping de marque provenant des boutiques hors taxes. J'ai observé à travers la vitre Diane et Sabrina se tenir dans l'allée en se plaignant haut et fort auprès du chauffeur de l'espace dans le coffre et de la baisse soudaine de température.
Elles agissaient comme si l'hiver du Wisconsin était une insulte personnelle après leurs vacances tropicales. Elles ont traîné leurs lourds bagages jusqu'aux marches de l'entrée et ont poussé la porte d'entrée. Le couloir s'est immédiatement rempli de l'odeur entêtante de lotion à la noix de coco et de cuir. 9. Diane a laissé tomber 2 grands sacs de shopping sur le sol, poussant un soupir d'épuisement dramatique. Elle a enlevé ses sandales de designer en se plaignant à haute voix de la raideur de ses jambes. Après le long vol depuis Maui, Sabrina a fait rouler sa valise surdimensionnée directement au centre de l'entrée, bloquant complètement le passage. Elle a jeté ses lunettes de soleil sur la console de l'entrée. Ni l'une ni l'autre n'a appelé pour prendre des nouvelles de mon père. Ni l'une ni l'autre n'a demandé comment s'était passée la visite d'urgence à l'hôpital. Elles n'ont pas demandé s'il se rétablissait, ce que les médecins avaient dit. Ni même s'il était toujours en vie. Leur manque total d'inquiétude était exactement ce à quoi mon père s'attendait. Pourtant, y assister en personne était tout de même incroyablement troublant. Sabrina a finalement remarqué ma présence à l'extrémité du couloir. Elle ne m'a pas salué. Au lieu de cela, ses yeux ont balayé le salon, observant la petite pile de documents médicaux sur la table basse. Une couverture pliée sur le canapé et une boîte de médicaments sur ordonnance posée sur la table. D'appoint. Son visage s'est décomposé en une expression de pur dégoût. C'est vraiment à cela que ressemble la maison, a exigé Sabrina en mettant les mains sur les hanches. Elle a fait un geste vague vers le salon, ignorant complètement la nature médicale des objets. Quel bazar. Tu étais censé rester ici et t'occuper de papa. Pas transformer cet endroit en décharge. Comment sommes-nous censés nous détendre dans un environnement pareil? Tu gâches complètement l'ambiance du nouvel an avec tout ce désordre. Déprimant. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de la fixer. Ne reste pas là sans rien faire, a continué Sabrina, le ton sec et autoritaire. Prends ces sacs de la boutique Hortax et monte ma valise dans ma chambre. Fais attention aux sacs blancs. Il y a des bouteilles en verre fragile à l'intérieur. Et assure-toi de débarrasser cette table basse immédiatement. J'ai besoin de m'asseoir, de m'étendre et de trier mes reçus de shopping. Diane est arrivée derrière Sabrina, soutenant totalement l'attitude prétentieuse de sa fille aînée. Écoute ta sœur, Chelsea, a-t-elle ordonné en déboutonnant son manteau de voyage léger et en le jetant sur une chaise. Nous sommes complètement épuisés d'avoir voyagé toute la journée. Nous avons besoin que cette maison soit propre. Et nous avons besoin de tes chauds. Dépêche-toi de pousser ces sacs de là avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Tu as eu toute la semaine pour garder l'endroit propre. Je n'ai pas attrapé les sacs. Je ne me suis pas avancé pour aider. J'ai simplement croisé les bras sur ma poitrine, ancrant fermement mes pieds sur le parquet. Et j'ai maintenu un regard froid et inflexible. Mon refus absolu d'obéir à leurs ordres a provoqué un éclair de colère véritable sur le visage de ma mère. Elle a ouvert la bouche pour crier, pleinement préparée à lancer un discours sévère sur le respect et l'obéissance. Avant qu'elle ne puisse prononcer le moindre mot, le grincement distinct de roues en caoutchouc a résonné depuis la cuisine. Diane et Sabrina se sont figées, tournant la tête vers le son. Mon père a fait rouler son fauteuil roulant hors des ombres de la cuisine pour entrer dans la lumière vive du couloir. Il tenait une canne en bois massif dans sa main droite. Il n'avait pas l'air faible et n'avait pas l'air disposé au pardon. Il a levé la canne et a frappé le lourd embout en laiton avec force contre le parquet. Le craquement sec a résonné fort dans la maison, faisant instantanément taire ma mère et ma sœur. Asseyez-vous, vous toutes, a commandé mon père. Sa voix totalement dépourvue de la moindre chaleur. La porte du bureau s'est ouverte avec un déclic. Maître Vance est sorti dans le salon, portant son épaisse mallette en cuir. Il est passé directement à côté de ma mère et de ma sœur sans leur adresser de salutations polies. A pris place dans le fauteuil face au canapé. Diane et Sabrina l'ont regardé avec confusion. Toujours debout au milieu de la pièce, elles se sont lentement assises sur le bord du canapé.
Leur comportement auparavant arrogant faiblissant face à l'apparition soudaine d'un professionnel du droit dans leur maison. Maître Vance a ouvert sa mallette. Il ne s'est pas tenu au centre de la pièce pour lire un grand parchemin. Au lieu de cela, il a sorti 2 paquets de feuilles soigneusement agrafées et les a fait glisser sur la table basse. Envers vers Diane et Sabrina. Ce sont des copies juridiques officielles pour vos archives personnelles, a dit Maître Vance. Sa voix étant entièrement neutre et strictly professionnelle. Diane a hésité avant de ramasser le paquet. Sabrina s'est penchée pour lire par-dessus l'épaule de sa mère. Leurs yeux ont parcouru la première page. Maître Vance leur a laissé quelques secondes pour assimiler le lourd jargon juridique avant de leur fournir une explication verbale concise. Il a déclaré que le grand-père Théodore avait laissé un patrimoine substantiel, comprenant 24 millions de dollars en liquidités et une immense propriété au bord de l'eau au lac Mendota, entièrement à mon père. Il a ensuite expliqué que mon père avait légalement transféré chaque actif hérité dans une fiducie irrévocable nouvellement établie. Chelsea est la seule administratrice et l'exclusive bénéficiaire de cette fiducie, a conclu Maître Vance, en montrant la clause spécifique à la page 3. Le transfert est totalement finalisé, duly notarié et juridiquement contraignant. Diane a laissé tomber les papiers sur la table comme s'il lui avait brûlé les doigts. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs, la laissant pâle et visiblement tremblante. Sabrina a attrapé le paquet, ses yeux parcourant frénétiquement les pages pour trouver une faille cachée dans le texte. « Tu ne peux pas nous faire ça », s'est écriée Diane en bégayant. Sa voix montant rapidement en panique alors que l'ampleur de la fortune perdue devenait une réalité. Elle a pointé un doigt tremblant directement vers mon père. Son épuisement antérieur complètement remplacé par une fureur désespérée. Nous sommes légalement mariés depuis plus de 30 ans. La moitié de tout ce que tu possèdes m'appartient de droit. Je vais engager l'avocat le plus agressif de cet État et te poursuivre pour chaque centime. Je vais faire traîner cette affaire devant les tribunaux pendant des années jusqu'à ce que cette fiducie soit complètement démantelée et que j'obtienne ma part légitime. Maître Vance n'a pas bronché face à la menace. Il s'est légèrement penché en avant, posant ses mains sur ses genoux, et a conservé son calme. Vous êtes parfaitement libre de consulter l'avocat de votre choix, a répondu Maître Vance. Cependant, je dois vous informer de la réalité juridique exacte. Selon la loi de l'État du Wisconsin, les biens hérités sont strictly classés comme des biens propres, étant donné que ces fonds ont été déposés directement dans la fiducie et n'ont jamais été mélangés à vos comptes chèques ou d'épargne conjugaux joints. L'héritage reste entièrement protégé. Il est totalement exempt de la division matrimoniale standard. Lors d'un divorce, votre mari avait le droit légal absolu d'établir cette fiducie de manière indépendante et de désigner Chelsea comme la seule bénéficiaire. Toute contestation juridique que vous tenteriez sera immédiatement rejetée par un juge. Et vous ne réussirez qu'à épuiser vos propres ressources financières en frais d'avocat inutiles. Sabrina a claqué les feuilles agrafées sur la table en verre, le visage rouge d'une colère soudaine. Elle m'a foudroyé du regard, les poings fermement serrés le long du corps. C'est complètement ridicule. Nous sommes ta vraie famille, a-t-elle crié à mon père, abandonnant complètement sa posture posée d'agente immobilière. Tu vas juste donner 24 millions de dollars et un manoir au bord du lac à une enseignante de maternelle qui arrive à peine à payer ses propres prêts étudiants, et nous laisser sans rien. Mon père ne s'est pas engagé dans une dispute hurlante. Il n'a pas défendu mes choix de carrière et n'a pas élevé la voix pour répondre à l'hostilité de Sabrina. Il est resté parfaitement immobile dans son fauteuil roulant temporaire, son expression étant plus froide que l'air glacial à l'extérieur. Il a fouillé dans la poche latérale de son fauteuil roulant et en a sorti une autre chemise en carton. Il l'a jetée vers l'avant sur la table en verre. Elle a atterri lourdement, directement au-dessus des documents de succession. Diane a fixé la nouvelle chemise, ses mains tremblant trop pour l'attraper immédiatement. Elle a regardé Maître Vance, espérant une explication différente, mais l'avocat est resté silencieux.
Je ne discute pas avec vous, a dit mon père, sa voix descendant dans un ton grave et définitif. Je vous informe simplement de la nouvelle réalité. Lisez la page de garde. Diane a lentement tendu le bras et a tiré la chemise vers elle. Ses yeux se sont agrandis lorsqu'elle a lu le texte en gras printed en haut de la page. Ce sont les papiers du divorce, a déclaré mon père, coupant court à toute discussion ultérieure. Ils ont déjà été déposés et traités au tribunal de circuit du comté de Dane. Tôt le lundi matin. Le lourd grondement d'un moteur diesel a fait trembler les fenêtres avant de la maison. Un immense camion de déménagement a reculé lentement dans notre allée, écrasant la fine couche de glace avant de se mettre sur le frein de stationnement. La lourde rampe métallique est tombée au sol avec un bruit métallique fracassant. 3 hommes en uniforme gris sont montés sur les marches de l'entrée et sont entrés dans la maison. Sans hésiter, parfaitement préparés pour le travail. Diane et Sabrina se sont précipitées en bas en pyjama, exigeant de savoir ce qui se passait. Le déménageur principal a complètement ignoré leurs cris affolés. Il s'est dirigé directement vers mon père, qui lui a tendu une liste d'inventaire détaillée. Les hommes se sont immédiatement mis au travail. Ils ont rassemblé strictement le lit d'hôpital motorisé, son équipement médical personnel, les classeurs verrouillés et ses vêtements. Ils ont soigneusement emballé ses biens personnels non contestés. Ils n'ont délibérément pas touché au moindre meuble coûteux de Diane, à sa garde-robe de marque ou aux affaires personnelles de Sabrina. Tu ne peux pas juste prendre ses affaires et partir, a hurlé Diane, essayant de bloquer physiquement un déménageur qui portait une pile de cartons de documents. Nous sommes toujours légalement mariés. C'est notre maison. Mon père a calmement fait avancer son fauteuil et lui a tendu une épaisse enveloppe blanche. Elle portait le logo officiel de son organisme d'emprunt hypothécaire principal imprimé clairement dans le coin supérieur. Diane l'a arraché de sa main, l'ouvrant brutalement pour en sortir un document juridique officiel. C'est un avis de défaut de paiement, a déclaré mon père platement. J'ai cessé de verser mes contributions financières pour l'hypothèque le mois dernier. Tu as souscrit ce deuxième prêt massif sur cette propriété pour financer tes séances de shopping sans fin. Je ne subventionne plus tes dettes. La procédure légale de saisie a officiellement commencé. Et il n'y a aucun moyen de la stopper. La banque saisira cette propriété dans quelques mois. Sabrina a poussé un hoquet de stupeur, arrachant le papier épais des mains de sa mère. Elle a lu le texte en gras détaillant le retard de paiement important et les actions en justice imminentes. La dure réalité de perdre leur résidence principale les a frappés simultanément. Tu as planifié ça depuis le début, a chuchoté Diane, ses mains tremblant violemment en fixant l'avis de saisie. Tu nous laisses avec absolument rien. Comment suis-je censé payer pour cette maison? Comment suis-je censé vivre? Mon père n'a offert aucune sympathie. Tu vas devoir trouver une solution par toi-même, a-t-il répondu. Il a bloqué les freins de son fauteuil roulant, signalant que la conversation était terminée. Furieuse et totalement réticente à accepter la défaite, Diane a attrapé son lourd sac à main de marque. Je ne reste pas dans cette maison vide et glaciale pour me faire insulter, a-t-elle lancé en se tournant brusquement vers la porte d'entrée. Je vais m'installer au Marriott en ville. Je gérerai mes avocats depuis une suite de luxe. Elle est sortie en trombe, claquant la lourde porte en bois derrière elle, laissant Sabrina seule dans le couloir froid. J'ai aidé mon père à descendre prudemment les marches de l'entrée et je l'ai guidé vers ma voiture, qui attendait près du trottoir, alors que les déménageurs attachaient le dernier de ces cartons et s'en allaient. J'ai démarré le moteur. Je savais exactement ce qui était sur le point de se produire à l'autre bout de la ville. J'avais l'application bancaire ouverte sur mon téléphone, surveillant les alertes du compte joint. 20 minutes plus tard, la première notification est apparue. Diane était arrivée à la réception de l'hôtel. Elle a tendu sa carte de crédit Gold au réceptionniste, s'attendant à un traitement VIP. Le réceptionniste a inséré la puce de sécurité dans le terminal de paiement. Au lieu d'imprimer un reçu d'autorisation, la machine a émis un bip aigu négatif. L'écran a affiché un message d'erreur rouge vif, refusé.
Les alertes ont montré qu'elle avait essayé sa deuxième carte immédiatement après. Le système bancaire a traité la demande et a renvoyé exactement le même résultat, refusé. Son accès d'utilisatrice autorisée était totalement révoqué. Les comptes joints étaient gelés en raison des soldes impayés massifs accumulés à Hawaï. Elle n'avait absolument aucun accès à de l'argent liquide. Aucune limite de crédit disponible et aucun filet de sécurité financier. L'effondrement financier total qu'elle avait si négligemment provoqué était désormais une réalité concrète. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et j'ai enclenché la vitesse. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison, et mon père non plus. Nous avons roulé lentement dans la rue banlieusarde paisible, laissant le désastre absolu créé par leur avidité loin derrière nous dans le rétroviseur. Le chapitre toxique de nos vies était terminé, et nous étions enfin libres. 12 mois ont passé. L'hiver rigoureux s'est dissipé, complètement remplacé par la douce brise estivale soufflant sur les eaux étincelantes du lac Mendota. Mon père Marcus marchait d'un pas ferme le long de la terrasse en bois de notre villa au bord de l'eau. Il n'avait plus besoin de son fauteuil roulant et avait totalement abandonné sa canne en bois. Après avoir suivi un programme de réadaptation cardiaque strict de 6 mois. Assistant à 3 séances par semaine sans jamais manquer. Sa santé physique était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis 10 ans. Nous passions nos matinées à boire du café au bord de l'eau. J'ai officiellement quitté mon poste d'enseignante en maternelle pour gérer la fiducie irrévocable à temps plein. J'ai aménagé un bureau à domicile donnant sur le lac. Travaillant en étroite collaboration avec des conseillers financiers et des professionnels de la fiscalité pour veiller à ce que le patrimoine continue de croître régulièrement. Notre vie quotidienne était calme, stable et incroyablement paisible. Les cris constants, les exigences déraisonnables et le lourd stress financier ne nous me manquaient pas. La réalité de l'autre côté de la ville était totalement différente. La procédure légale de saisie de l'ancienne maison s'est finalisée il y a 8 mois. La banque a officiellement saisi la propriété, a expulsé ses occupants restants et l'a vendue aux enchères publiques pour récupérer le solde hypothécaire impayé et les taxes foncières en retard. Diane et Sabrina ont été contraintes d'emballer le peu d'effets personnels qu'il leur restait dans des camionnettes de location et de déménager dans un appartement étroit et vieillissant situé dans la zone industrielle de la ville. Leur effondrement financier soudain a déclenché une spirale descendante rapide. Désespérée de maintenir son style de vie luxueux et de rembourser ses dettes de carte de crédit croissantes, Sabrina a commis une faute professionnelle grave. Elle a tenté d'obtenir en secret une double commission sur une transaction immobilière commerciale, violant ainsi les réglementations strictes de la profession. Un client a découvert la fraude et a déposé une plainte officielle pour manquement à l'éthique contre elle. Le Conseil immobilier de l'État a ouvert une enquête immédiate, l'a déclarée coupable de faute grave et a définitivement révoqué sa licence d'agente immobilière. Sa carrière lucrative s'est envolée du jour au lendemain, ne lui laissant rien d'autre qu'une pile de cartes de visite sans valeur. Sans ses qualifications, elle était totalement inemployable dans le secteur d'activité des entreprises. Aujourd'hui, l'ancienne agente immobilière de luxe travaille comme simple vendeuse dans un centre commercial local en déclin. Elle passe 12 heures par jour à plier des pulls en solde, à organiser des rayons de liquidation et à se tenir derrière une caisse enregistreuse pour le salaire minimum. Ma mère a fait face à une réalité tout aussi dure. Le divorce s'est finalisé sans encombre, ne lui laissant absolument aucun droit sur les biens propres de mon père. Sans mari pour financer ses habitudes de shopping ni fille fortunée dont profitait. Diane a dû intégrer le marché du travail pour la première fois depuis 30 ans. Elle n'a pas pu trouver un emploi de bureau confortable. Au lieu de cela, elle a décroché un poste de réceptionniste de nuit dans un motel de passage bon marché situé juste au bord de l'autoroute inter-État. La femme qui exigeait autrefois un service de complexe hôtelier 5 étoiles à Hawaï passe désormais ses nuits derrière une vitre pare-balles de minuit à 8 heures du matin. Elle distribue des clés de chambre en plastique bon marché, traite des cartes de crédit refusées et gère des voyageurs mécontents et épuisés qui se plaignent des chambres sales.
Elle enchaîne ses quarts de nuit éprouvants, manquant les jours fériés et les week-ends. Simplement pour gagner assez d'argent afin de payer sa moitié du loyer de l'appartement et les factures de base. Elles sont toutes les deux piégées dans un cycle de travail manuel sans fin et de dettes écrasantes. À taux d'intérêt élevé. Au cours de l'année écoulée, ni l'une ni l'autre n'a cherché à nous contacter. Je ne suis pas non plus allé vers elle. Ce silence complet a prouvé exactement ce que mon père et moi savions déjà. Nous n'étions que des instruments destinés à financer leurs illusions de grandeur. La vraie famille n'est pas déterminée par la génétique commune, ni définie par le fait d'exiger le respect uniquement sur la base de titres parentaux ou fraternels. La famille est définie par les personnes qui restent à vos côtés lors de vos pires moments. Ce sont les personnes qui viennent vous aider lorsqu'il n'y a absolument rien de matériel à y gagner. Elles le font simplement par amour, devoir et pure compassion. J'ai choisi de me tenir aux côtés de mon père lorsqu'il luttait pour respirer en ce terrible soir du Nouvel An, ignorant totalement l'immense secret qu'il gardait. En retour, il m'a donné le pouvoir de changer nos deux vies pour toujours, me remettant les clés d'un avenir empreint de véritable sécurité et de paix. L'avidité finit toujours par détruire les avides, ne leur laissant que ce qu'ils méritent véritablement. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec des proches toxiques pour protéger votre propre paix, j'aimerais beaucoup lire vos impressions. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos expériences personnelles.